Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du quart d'heure de célébrité, l'émission qui donne la parole à celles et à ceux qui gagnent à être connus. Aujourd'hui, quart d'heure de célébrité d'Anatoly Livry. Bonjour. Bonjour. Alors, je vais présenter rapidement Anatoly Livry et nous passerons au vif du sujet. Alors, vous êtes né à Moscou il y a 38 ans. Oui. Et vous êtes docteur ès-lettres, donc c'était en Allemagne, mais vous parlez beaucoup de langues, allemand, français, russe, grec. Vous lisez le grec ancien? Je lis le grec ancien. Ainsi que l'hébreu, oui. ancien aussi, et puis là vous apprenez l'italien, et l'anglais, voilà. Oui. Donc vous êtes très compétent linguistiquement, et vous avez un passé déjà chargé à 38 ans, puisque vous êtes l'auteur de 9 livres, dont le dernier en date en France est celui-ci sur Nabokov, le Nietzschéen, paru aux éditions Hermann, celui qui se situe face à la Sorbonne. Voilà. Et donc vous résidez en Suisse, mais vous enseignez également à Nice, et vous êtes donc l'auteur d'ouvrages littéraires distingués par des prix internationaux. Et bon, je vais pas continuer longtemps parce que on pourrait faire toute l'émission sur votre portrait. Sur le passé. Voilà. Ouais. Mais donc je me suis intéressé à votre histoire parce que j'ai lu un article dans les 4 vérités au départ, Ouais. et j'ai trouvé ça proprement hallucinant de voir que quelqu'un d'aussi brillant que vous était traîné dans la boue par une personne donc de la Sorbonne. Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement de quoi il s'est agi et où est-ce que vous en êtes? Actuellement, grâce à cela, en quelque sorte, je suis enseignant à l'université de Nice, peut-on dire, puisque le système universitaire est non seulement français, et celui se fonctionne effectivement comme les clans de voyous. C'est-à-dire, dès que un clan est contre l'autre, eh bien, on choisit le meilleur tueur à gages. Effectivement, le professeur René Guérin m'avait invité à Nice comme le meilleur assassin du monde universitaire français. Enfin, que je continue maintenant exécuter mes contrats, ayant pour arme l'université où j'enseigne actuellement. Effectivement, j'ai commencé mes études à la Sorbonne tout jeune, et pour payer mes études, j'ai fait le travail de mannequin, ce à quoi en quelque sorte j'étais disponible compte tenu de certaines apparences. Et voilà, et à l'âge de 28-29 ans, on me proposait le poste de l'enseignement à l'Faculté de Yugoslave, à Paris 4 Sorbonne, où j'ai enseigné en première année, deuxième année, donc l'année de Dogue, mais également licence, c'est-à-dire sans aucune expérience de l'enseignement universitaire. J'ai remplacé tout de suite une dame qui était maître de conférences, qui était donc Madame Emelianova, fort connue dans le monde des spécialistes de Pasternak, qui était partie et m'a laissé son poste. Et donc, d'ailleurs, j'étais tout de suite, parce que j'ai un très mauvais caractère, donc j'étais tout de suite son Pasternak et j'ai refait le cours sur Nabokov. Et voilà, donc on aboutit à un moment crucial en quelque sorte qui fait la honte et le ridicule de l'université française actuellement dans le monde universitaire européen et international, à ce que j'ai commencé en quelque sorte à être harcelé sexuellement et devant les collègues du monde entier, puisqu'on m'a invité à des conférences internationales à Zurich, à Paris, et cet harcèlement se déroulait devant les gens de son clan en quelque sorte. Donc pour résumer, donc c'est une dame qui se réclame systématiquement de Paris 4 Sorbonne, et qui usurpe quelque part le nom de la Sorbonne pour vous nuire. Bah oui, ça continue, donc devant tous les éditeurs, puisque cet ouvrage-là, par exemple, Nabokov le Nietzschéen, c'est publié chez Hermann, 5 rue de la Sorbonne, donc face en quelque sorte à la maison mère, et donc, mais
n'oublions pas que tout d'abord, j'avais écrit cet ouvrage en russe. Et avant d'écrire cet ouvrage de russe, ce fut une sorte de 2A que j'avais soutenu sous la direction de cette dame fort âgée et très moche, excusez-moi. Et donc, j'ai eu une mention, je dirais très bien, le 18 ou le 19 sur 20, selon le système français. Voilà. Et donc, par la suite, j'avais réécrit cet ouvrage en russe. Cet ouvrage russe a eu plusieurs tirages. Il est toujours vendu à Saint-Pétersbourg. Et donc, j'avais réécrit par la suite cet ouvrage sous cette forme-là. Et je l'avais proposé à un éditeur parisien assez connu qui est L'Arche d'Homme. Et là, à ce moment-là, on a débarqué là-bas et le représentant de l'Arche d'Homme à Paris, 5 rue Ferrou, me l'avait confirmé. Anatoly Livry est un assassin, etc., etc. Il s'était fait par la meilleure amie de cette personne, de cette dame, qui était présente à cette soutenance même, et qui est traductrice d'écrivains russes contemporains. Donc, en quelque sorte, ces personnes entièrement stérile sur le plan créatif, il s'attaque à moi, parce que à l'origine, je n'ai pas souci. Vous avez refusé de coucher avec elle? Oui, tout simplement. Disons, mais alors, elle vous a traité dans la boue parce qu'elle vous a traité d'antisémite? D'antisémite, alors que vous êtes d'origine juive? Oui, je suis non seulement juif, excusez-moi, mais aussi je suis le petit-fils de victimes de l'Holocauste, reconnu non seulement par l'Israël, mais également par l'Allemagne fédérale. C'est-à-dire ma grand-mère a le certificat, en quelque sorte. Elle n'avait aucun besoin financier, mais par principe, elle avait touché cette fameuse pension versée par l'Allemagne fédérale à des victimes de l'Holocauste. Et dans la mesure, vous voyez... En plus de ça, si je peux me permettre, parce que c'est l'accusation qu'on donne à des gens comme Finkelstein, par exemple, parce qu'ils ont écrit des thèses qui remettent en cause Israël d'une manière ou d'une autre. Mais vous, en plus, c'est même pas le cas. Vous êtes plutôt pro-israélien. Disons que dans la mesure où je suis un personnage assez de droite, et pour certaines raisons, je suis également monarchiste, et j'estime que mon monarchisme, c'est un monarchisme tout à fait hébraïque, c'est-à-dire je recherche pour la France, qui est mon pays, une espèce de roi David sacré à Reims, ce qui est pour moi une position esthétique tout à fait normale, il me semble assez proche d'un hébreu et de tous mes amis israéliens d'ailleurs. Mais aujourd'hui, l'accusation d'antisémite, alors elle est surtout en France, elle est surtout orientée sur des gens qui soutiennent la Palestine et qui sont contre Israël, mais ça marche dans tous les cas, généralement. Et donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer quel genre de censure ou quel genre de contraintes ça vous a occasionné? Je crois qu'elles sont nombreuses, mais les plus importantes peut-être. Bien sûr, mais disons que c'était assez ridicule. Tout simplement, il n'y a pas un autre mot pour caractériser tout cela. C'est-à-dire, on a organisé des colloques scientifiques à Paris 4 Sorbonne. Et cette personne invitait les représentants du monde éditorial, de la presse, et bien sûr, on organisait les tables rondes, et bien sûr, on évoquait le cas Anatoly Livry. Tout le monde savait que l'organisatrice de ces colloques, c'est-à-dire c'est celle qui paye de la poche de la Sorbonne, en quelque sorte, les billets d'avion, les hôtels, les restaurants et tout cela, eh bien, elle avait quelques difficultés personnelles avec moi. Mais, donc, le message qui était passé au milieu de ces colloques, il ne faut pas publier Anatoly Livry. Il faut, s'il parvient à publier quelques ouvrages comme celui-là, eh bien, il ne faut pas en parler de ces ouvrages dans les presses. C'est son métier, la presse. Donc, elle le fait de façon en quelque sorte professionnelle. Parce qu'elle fait partie de la presse aussi. Elle convie, parce que maintenant, à cause de l'affaire Livry, elle n'ose plus le faire. C'est-à-dire, elle a chassé avec un coup de pied derrière du monde des barricades à qui ont permis d'organiser les colloques. Mais à l'époque, cela se permettait. Cependant, on ne pouvait pas dire officiellement. Et on ne pouvait pas dire officiellement, eh bien, Anatoly Livry, eh bien, elle a refusé de coucher avec une personne psychiquement instable, bien que, disons, titularisée. Et donc, il fallait dire quelque chose, vous savez. Donc, le mot antisémite venait à la bouche. Voilà, donc, aucune raison. Antisémite, et c'est tout.
Et donc, le plus choquant peut-être, c'est que ça se soit fait au nom de la Sorbonne, c'est-à-dire que la Sorbonne soit impliquée, qu'elle ne réagisse pas, ou très peu en tout cas. Là maintenant, elle a réagi, ça y est? Elle réagit, mais pas dans le bon sens, cher ami, puisque j'ai pris pendant un certain temps pour négocier un avocat, c'est-à-dire au lieu de claquer de l'argent au poker, j'ai payé un avocat parisien. Et donc, la réponse de la Sorbonne était non, c'est une dignité même, cette personne. Et pendant ce temps-là, pendant que la réponse officielle venait de la Sorbonne, c'est-à-dire une réponse tout à fait soviétoïde, si je reprends le mot d'un et vous savez quoi vous parlez en plus, bien sûr. Et donc c'est à ce moment-là, j'étais convié, c'était le 21 août dernier, c'est-à-dire de l'année 2010, à Radio Courtoisie. D'ailleurs, à cette radio où cette personne, cette slaviste même, venait il y a 10-12 ans. Et donc, lorsque je suis intervenu pendant 1 heure, eh bien, cette personne même a appelé à la radio, elle a écrit à la radio, à sa présidence. Donc il y a les traces officielles et j'en ai les preuves puisque le patron de l'émission me les a envoyées. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il a exigé que non seulement je ne sois jamais invité à cette radio, mais en plus que le patron de l'émission, qui est un grand poète parisien, fortement connu, soit chassé de cette radio. Et tout cela, bien sûr, ce n'est pas une boutiquière quelconque qui intervient, c'est tout de suite, on brandit en quelque sorte le nom de la Sorbonne. Donc, je suis en quelque sorte, par conséquent, calomnié par cela. Et à chaque fois, lorsque il y avait quelque chose, à chaque fois lorsqu'il y a quelque chose comme ça, je dis à chaque fois lorsque je suis invité quelque part, et chez vous, cher ami, ça peut aussi arriver, c'est-à-dire c'est toujours la même chose. En quelque sorte, si je peux en tant que scientifique fabriqué par la Sorbonne, je peux le partager en 3 parties. C'est-à-dire, tout d'abord, on intervient au nom de la Sorbonne et on dit donc, voilà, je suis une telle, j'interviens au nom de, je suis le porte-parole même, puis on menace, on me calomnie, et par la suite, la troisième chose, on exige que je ne sois plus invité, que je ne sois plus édité, et que si, par exemple, on parle de mes ouvrages, qu'on taise mes ouvrages, qu'on me calomnie, qu'on m'assassine par le silence. Et c'est justement ce que je enseigne actuellement à l'université française. Parce que vous parlez de votre vie, en fait, c'est ça ce que vous disiez? C'est ça. Votre expérience personnelle. Par exemple, j'enseigne la littérature, mais aussi les civilisations russes à l'université de Nice, Sophie Antipolis. Et donc, j'analyse cela au sein de l'université française même, sur le plan tout à fait scientifique. Et par la suite, en tant que chercheur suisse, là, on ne peut même pas me toucher là-bas. Je suis en quelque sorte, on ne peut pas m'attendre là-bas. Voilà, je parcours le monde, je vais partout en Suisse alémanique, en Suisse romande, mais également dans cette grande Germanie qui est au nord de la Suisse, mais actuellement aussi en France, en tant qu'universitaire français, et en Italie, puisque l'Italie c'est juste à côté de la Côte d'Azur, et actuellement sur la Côte d'Azur, je présente cet ouvrage partout. Et à chaque fois, lorsque je présente cet ouvrage à Monaco, à Nice, à Cannes, à Saint-Tropez, eh bien, je parle toujours de ma vie et j'explique je raconte toutes ces immondices qui sont déversées sur moi depuis des années. C'est ce que vous venez une nouvelle fois de faire, mais je pense que c'était intéressant parce que les phénomènes de censure sont de différentes natures et ça c'en est un. Alors, on arrive au terme de ce quart d'heure de célébrité, mais justement, ma dernière question porte sur le fait qu'on vient de fêter, entre guillemets, en France, de célébrer la journée de la femme, en tout cas celles qui sont harcelées sexuellement, voire tuées sous les coups de leur mari. Mais on ne parle jamais des hommes. Alors, il faut savoir que ça existe et vous en êtes un témoin direct. Qu'est-ce que ça vous évoque? Qu'on ne parle jamais des hommes harcelés sexuellement ou battus par leurs femmes? Les hommes battus, on parle toujours des femmes battues, mais jamais des hommes battus, par exemple. Je pense que sur le plan culturologique, cela manifeste une certaine dévirilisation de la société, c'est-à-dire qu'on exalte toujours une certaine sous-humanité. Je ne vous dis pas qu'il s'agit... pas des femmes. Non, mais à chaque fois, bien sûr, lorsqu'il y a le
une certaine exaltation de la virilité en Occident, bien évidemment, puisqu'il y a d'autres pays où ces valeurs masculines existent toujours, et notamment en Russie, et notamment en Israël, et en partie, bien que des femmes font des services militaires. Voilà, et effectivement, il me semble quand même que mon cas est un tout petit peu particulier, puisque c'est un cas non seulement culturologique, mais aussi institutionnel, c'est-à-dire ce que, effectivement, soviétoïde, comme je l'avais dit dans ma dernière interview dans les 4 vérités, c'est-à-dire une personne, une fois titularisée, elle peut faire tout ce qu'elle veut, c'est-à-dire, et on le couvre jusqu'à c'est du corporatisme. Voilà, comme disait un certain monsieur allemand, chef de RDA, après moi, même le déluge. Voilà, donc, voilà. Mais justement, nous, on n'est pas derrière le rideau de fer. C'est pour cela qu'ils sont tellement ridicules, puisque ce dont je vous raconte actuellement, je l'enseigne. À l'université française même, je parcours le monde entier en tant que lauréat de prix internationaux, en tant que quelqu'un qui publie à Paris, chez Hermann, et j'espère chez les autres éditeurs bientôt, et je le raconte. C'est-à-dire, il s'agit d'une véritable schizophrénie institutionnelle. Ouais. Mais ce qui est important, c'est que vous ayez le courage justement de ne pas vous coucher devant ces menaces, parce que beaucoup auraient abandonné en se disant, bon bah... Ouais, parce que c'est très dur d'être calomnié sans arrêt, j'en sais quelque chose, et du coup, je tenais à vous féliciter pour ce courage, et à vous encourager à continuer et à ne pas vous laisser intimider. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir assisté à ce quart d'heure de célébrité d'Anatoly Livry, qui a bien voulu répondre à nos questions. Et donc, je vous dis à très bientôt sur Enquête et Débat. Au revoir. Au revoir.